Chapitre 4. Par une étroite meurtrière, à la limite des murs et de la voûte, l'être difforme avait vu et entendu tout ce qui se passait dans la salle d'apparat. Sursautant au nom de dame Catherine, il scruta soudainement plus attentivement la silhouette solide du jeune écuyer, sa façon fière et orgueilleuse de se présenter, son habit aux couleurs des galardons, pourpoint vert et brais rouge sombre, la longue cape de voyage à ses épaules, le couteau au baudrier de cuir. Le jeune homme sortit de l'être, et l'être eut un ricanement sinistre avant de faire demi-tour et de s'éloigner dans la pénombre des souterrains. Chapitre 5. Les jours passèrent, puis les semaines. Le mois de novembre était venu, et avec lui les premières gelées. Thibaut de la Roche n'avait pas menti en annonçant que la vie serait rude. Chaque soir, passé la messe, je me jetais sur ma paillasse et m'endormais épuisé, le corps éreinté, les membres rompus. Je ne voyais même plus Mayol, mon Hermine, qui restait dans les communs, près des écuries où j'étais logé avec les écuyers. Méfiante, la petite bête ne se montrait pas avant que je sois installé sur ma couche et essoufflé les bougies. Elle pouvait alors traverser le dortoir sans être vue et venir lever son petit corps doux et chaud près de ma joue. C'est ainsi que je m'endormais souvent, tenant sous ma paume un peu de mon enfance. Je lui apportais de temps à autre un morceau de pain, des amandes, des noisettes, mais elle chassait bien mieux que moi et subvenait sans peine à ses besoins, me laissant parfois quelques souris ou un lapereau égorgé en guise d'offrande. Personne ne prêtait attention à ses allées et venues, malgré son poil immaculé. De toute façon, nous avions tous fort à faire et peu de temps pour paresser, hormis le dimanche. Chaque jour, à l'aube, la voix puissante du maître d'armes, Thierry de Lulles, nous tirait du lit, et, après une prière, nous partions en petite foulée jusqu'aux eaux glacées de la Seine ou de l'Epte. Je n'aurais jamais cru cela possible, mais moi qui avais vu tant de gens périr noyés pendant les crues chez moi, sur les bords de l'Eure, j'avais appris à nager. Après une bonne semaine d'efforts, cet exercice qui m'avait tant effrayé était devenu mon préféré. J'avais découvert que j'aimais l'eau et la sensation de légèreté qu'elle me procurait. Alors que je me trouvais si pesant à terre, nager était devenu aussi agréable que de chevaucher à crue un destrier. J'adorais affronter les courants, plonger de la rive et ouvrir les yeux sous l'eau pour me glisser tel un poisson entre les hautes herbes du fond. Je faisais le malin devant les autres, moins à l'aise que moi. Je n'avais pas réussi à me faire accepter du groupe. Ce n'était d'ailleurs pas ce que je voulais, ne pensant qu'à une chose, être leur chef. Comme au château de mon père, j'étais le chef des petits paysans et des enfants de nos vassaux. Mais je n'étais pas chez moi, et m'imposer, malgré ma stature et mon poids, n'était pas si aisé. Nous étions une dizaine à apprendre notre métier de chevalier auprès des La Roche-Guyon, tous fils de nobles, jeunes, le tempérament vif et la parole prompte. Un seul était vraiment respecté, bien qu'il ne cherchât aucunement à dominer. C'était Thomas, fils d'un puissant seigneur bourguignon, le sire de Roussy. D'instinct, dès le premier jour, j'avais senti qu'il serait mon rival, en essayant à plusieurs reprises et sans succès de le défier. Ce matin-là, la brume recouvrait les eaux de la Seine. Il faisait froid, l'herbe se couchait sous le poids de la gelée blanche, et nous attendions, les muscles tendus, alignés les uns à côté des autres, que le maître d'armes nous donne l'ordre de plonger. Debout, à côté de moi, se tenait Thomas, mon rival. Grand, bien fait de sa personne, les cuisses et les bras puissants, le poil et le cheveu aussi blonds que les miens étaient noirs. Il était habile en tout, monté à cru, les étalons mieux qu'aucun d'entre nous lançait le javelot plus loin, et même au tir à l'arc, il me surpassait parfois, ce que, bien entendu, je ne lui pardonnais pas. Soudain, à voix suffisamment haute pour que tous l'entendent, je le défiai à la nage. Le maître, Thierry de Lulles, n'intervint pas. Il avait l'habitude de ces bravades et les encourageait même, jaugeant pendant les combats lequel d'entre nous était le plus agressif, le plus courageux, le plus insensible à la douleur. Quant à Thomas, il haussa ses larges épaules, un bon sourire sur ses lèvres. «
Pourquoi me cherches-tu ainsi, Michel? Tu vaux mieux que ça, et moi aussi. Un petit rire parcourut le groupe. Je ne sus que répondre et le foudroyer du regard. Il avait le don de m'exaspérer, et ses réparties me laissaient sans voix, comme son attitude généreuse vis-à-vis des autres et sa perpétuelle bonne humeur. En cet instant, je le détestais, mais la vie allait décider de nos relations d'une façon que je n'avais pas imaginée. « Plongez !» ordonna soudain le maître d'armes. L'eau était glacée. Là où nous nous tenions, le fleuve était large et parcouru de forts courants. Nous devions nager jusqu'à l'autre rive et revenir. Nous n'y voyions rien tant la brume était épaisse, opaque, inquiétante. Le fleuve était mauvais, parcouru d'ondes froides, de courants contraires inhabituels. J'entendais le souffle de Thomas à côté de moi, la nage bruyante de nos compagnons et derrière nous, la voix rauque de Thierry de Lille. « Par ma barbe, silence! On ne doit pas vous entendre, silence !» hurlait-il. Si l'ennemi était en face, vous seriez déjà mort, le corps criblé de flèches. Thomas et moi avions pris la tête du groupe. Je savais que j'étais meilleur nageur et j'accélérai le devançant bientôt. C'est alors que je vis le tronc qui sortait de la brume. Un bois flottait. Un énorme chêne déraciné aux branches squelettiques et blême comme autant de bras et de griffes tendus vers nous. Je l'évitai de justesse, plongeant dessous, mais Thomas l'aperçut trop tard. J'entendis son cri, un choc sourd, des craquements, puis plus rien. Je hurlai pour prévenir les autres. Sur la rive, le maître, qui avait compris le danger, nous ordonnait de revenir. La brume s'était un peu levée. J'aperçus Thomas, cramponné au tronc, son visage blanc de douleur, ses yeux fixés sur moi. Le courant l'entraînait. Je nageai pour le rattraper du plus fort que je pouvais, réussissant enfin à saisir une des branches mortes. Dans un dernier effort, je me hissai jusqu'à lui. Mon épaule gémit-il, démise, je crois, et ma jambe est coincée là-dessous. Je vais te tirer de là. Au moment où je prononçais ces mots, je n'étais pas si sûre d'y arriver. Du sang ruisselait d'une plaie à son front. Il était si pâle que je me demandais s'il n'allait pas s'évanouir d'un instant à l'autre, et je ne savais pas si je pourrais le dégager. Je plongeai aussitôt, les yeux ouverts, finissant par apercevoir, malgré la vase qui obscurcissait l'eau, son pied pris dans les racines. Je remontai à la surface pour respirer et sortis le petit couteau qui ne me quittait jamais, puis plongeai à nouveau. Le courant est de plus en plus fort et nous allons droit vers les rochers, jeta Thomas alors que j'émergeais à côté de lui pour reprendre mon souffle. Tu risques d'y perdre la vie. Laisse-moi, va-t'en. Cette fois, je sus quoi lui répondre. J'allais enfin lui prouver qui j'étais. Non, nous nous en sortirons ensemble, ou pas du tout. Thomas me regarda d'une drôle de façon et n'insista pas. Malgré le froid, la douleur lui avait fait monter la sueur au front. Son regard vacillait et il se mordait les lèvres pour tenir bon. Au bout de 4 essais, je réussis à le dégager. Je glissai mon bras sous son épaule valide et l'entraînai vers la rive où nous restâmes échoués dans les roseaux, le souffle court, le corps couvert de vase, grelottant de froid et de fatigue. « Dorénavant, ma vie t'appartient !» fit simplement Thomas en me tendant la main. Je la pris et la serrai, troublé, muet. Je m'étais fait un ami. Chapitre 6. Endurance, souplesse, rapidité étaient les mots d'ordre de notre maître d'armes. Plus le temps passait, plus je faisais mon apprentissage, et plus je m'apercevais combien la vie dans la forteresse de mon enfance à Galardon, près de Chartres, avait été douce. Quand je n'aidais pas mes amis paysans à la moisson, je partageais mes heures entre les chevaux, la chasse, les filles et de longues siestes sous les arbres avec Mayol, mon hermine. Nul ne discutait ma supériorité, j'étais le fils du Seigneur, et comme je n'étais pas mauvais garçon, tous me respectaient. Ici, même pour le tir à l'arc, je n'étais plus le meilleur. Thomas me surpassait. Il me fallait devenir un homme et je découvrais combien c'était difficile. J'affrontais la solitude et l'angoisse pendant les interminables heures de guet sur les remparts, alors que la nuit prenait possession de la forêt et du château, coulant son encre noire jusqu'à mes pieds. J'étais tenaillé par la faim et le froid, alors que nous rampions au petit matin dans la gelée blanche, le ventre vide et les membres courts.
et j'avais appris ce qu'était la douleur lors de nos multiples combats. J'avais l'impression qu'au fil des jours mon enfance s'éloignait sans que je devienne pour autant celui que je rêvais d'être.